Merci beaucoup Alain pour ces mots de présentation. Merci beaucoup à Expert Connect, à Expert Active, à Gilles Front de m'avoir invité pour faire cette présentation sur la chimie durable. Je voudrais aussi remercier naturellement Patrick d'avoir accepté de faire une présentation de Solvay sur cette chimie durable. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Et puis je voudrais dire tout le plaisir que j'ai donc de présenter ici à L'Oréal, où j'ai passé 36 ans de recherche industrielle vraiment passionnante. Pour les membres d'Experts Actifs, donc peut-être quelques mots de L'Oréal pour ceux qui connaîtraient peu L'Oréal, qui est le leader mondial au niveau de la cosmétique, avec près de 30 milliards de chiffre d'affaires, présent dans 150 pays, avec près de 90 000 personnes dans le groupe, 36 marques internationales. Je vous laisserai aller sur le site de L'Oréal, naturellement, pour voir toutes ces marques dont vous connaissez la plupart. Et puis insister sur le fait que L'Oréal est une société qui a toujours misé sur la recherche, son fondateur étant un chercheur, et qui dépose donc beaucoup de brevets. Vous voyez par exemple les chiffres 2019, 500 brevets, et avec un budget de recherche très conséquent, le plus conséquent en cosmétique, près d'1 milliard d'euros de budget qui croît en fonction également du chiffre d'affaires, avec une grosse puissance de recherche, 21 centres, notamment 3 gros en Europe au niveau de la peau, du cheveu et de la recherche avancée, et des centres naturellement dans tous les grands pays, au niveau mondial. Donc voilà pour la présentation, notamment pour nos collègues d'Experts Active. La vision engagement pour une chimie durable qu'on va co-présenter avec Patrick, donc, est une vision, je dirais, sur la chimie éco-respectueuse, la chimie qui va aller avec le développement durable. Je tenais en fait, au départ, notamment pour les non-chimistes, puisqu'il y en a beaucoup au niveau d'Experts Active, de revenir un peu sur le terme de chimie, qui est aujourd'hui dans le grand public un petit peu réducteur. Donc, d'où vient la chimie? A-t-elle un rôle dans les organismes vivants, chez les êtres humains, etc. Donc, c'est essentiel de refaire un point sur ce qu'est la chimie, et puis de dire que, en fait, les données sur la chimie, sur la réaction chimique, en fait, c'est très récent, ça a 200 ans. Et on s'est aperçu qu'il y a 200 ans, donc, que la chimie était tout simplement la base de la vie et que les réactions chimiques, on en avait des centaines et des centaines dans notre corps qui agissent tous les jours. En fait, la chimie du vivant, on peut la décrire comme la technologie mise en place par la nature pour élaborer toutes les structures organiques, permettant ainsi le développement des propriétés et des réactions des molécules biologiques, base de la complexité de la vie. Il n'y a pas d'évolution physico-chimique, il n'y a pas d'évolution biologique sans, au départ, une évolution chimique. Il faut absolument les matériaux pour aller plus loin au niveau d'autres domaines scientifiques. Donc, je reproduis sur cette slide, vous voyez, l'apparition de la vie, à peu près estimée à 4 milliards d'années, avec tout le développement qu'il y a des premières cellules et des premières cyanobactéries et tout ce qui est vie marine, et puis après plantes terrestres jusqu'à l'être humain, pour bien comprendre que la chimie et le développement de la chimie s'est passé au départ avant ces 4 milliards d'années et a continué à se développer et à faire évoluer le monde du vivant. Donc, s'il était essentiel, c'est de comprendre par quelle découverte on est arrivé à arrêter la théorie du vitalisme, parce qu'avant le 19e, donc on partait du vitalisme, on ne connaissait pas la chimie, on ne savait pas ce qui se passait dans toutes les molécules du vivant. Et donc, rapidement, cela vient en fait de plusieurs découvertes, pratiquement au début du 19e siècle, vers 1820-1830, avec la compréhension des isomères, c'est-à-dire qu'une molécule avec une composition chimique pouvait présenter des structures différentes. Ça, c'est essentiel. Friedrich Wöhler et Justus von Liebig. La classification des biomolécules qui est venue un petit peu après, et surtout la première réaction chimique qui a permis donc de synthétiser l'urée en 1828 par Friedrich Wöhler. L'urée qui elle-même avait été isolée simplement 50 ans avant par Hilaire Ruel. Donc tout ça, c'est vraiment très récent et ça permet de comprendre que la compréhension de la chimie, en fait, on l'a depuis peu.
Après, il y a eu la découverte, enfin, pratiquement dans le même temps, des protéines par Mulder en 1835. Et ce qui est fondamental également, c'est la chiralité moléculaire qui a été trouvée notamment par Pasteur en 1848, et décrivant ainsi que la symétrie, en fait, c'est la vie. Et on voit que la chimie du vivant permet d'avoir cette asymétrie qui est essentielle notamment pour les interactions moléculaires, pour tout ce qui est message, etc., au niveau biologique. Il est essentiel de comprendre ça. La chimie prébiotique, notamment, je dirais, redécouverte quelque part par Stan Miller lors de sa thèse à Chicago en 1953, dans les conditions d'il y a de 4 milliards d'années et plus, avec juste du méthane, de l'eau, de l'azote, un arc électrique, un petit peu de température. Il a réussi à reproduire notamment les aminoacides et quelques petites molécules type acétaldéhyde, acide formique, etc., pour bien comprendre que les conditions, il y a 4 milliards d'années, pouvaient faire naître ces premières molécules de chimie qui allaient donner naissance après aux polymères, aux polysaccharides et également à la structure donc, pour le transfert génétique qu'est l'ADN, découverte, donc, mise en évidence en 1953 par Watson et Crick. On peut juste voir au niveau de cette diapo que les hélices d'ADN sont également asymétriques et tournent toujours dans le même sens au niveau des êtres vivants. Donc l'asymétrie donnée par la chimie est essentielle pour le vivant. Après, comment ces réactions se passent, comment notamment le chimiste d'aujourd'hui peut s'inspirer du vivant pour faire de la chimie durable, il est essentiel de redire que tout ce qui a été découvert a également été découvert dans les débuts des années du 19e siècle, 1830, notamment par Payen et Perzos, qui ont découvert en fait la présence de substances extraites de l'orge germée qui étaient capables de provoquer la dégradation de l'amidon, donc d'hydrolyser l'amidon. On les a appelés les diastases. En fait, ce sont des hydrolases qui coupent l'amidon en molécules de glucose. Et 3 ans plus tard, ils ont isolé également de la salive ce même type de molécules qui sont en fait des protéines et qui sont des catalyseurs de réactions chimiques. Donc l'outil du vivant, ce sont les enzymes. C'est essentiel également pour la chimie durable. Ce sont des structures quand même très complexes. Ce sont des protéines très complexes avec des structures d'acides aminés. Acides aminés qui sont des petites molécules également asymétriques. Je reviens sur cette notion d'asymétrie qu'on ne peut avoir que par le vivant pratiquement, avec un ordre d'enchaînement, avec une organisation locale et avec une conformation bien définie, comme vous voyez ici au niveau de l'amylosaccharase, et qui va donner en fait un site bien précis pour faire la réaction. Donc c'est un catalyseur qui va admettre certaines molécules à l'intérieur pour les mettre en réaction. Et le solvant, en fait, ici, c'est l'eau. Donc on a tous les matériaux pour faire des belles réactions, notamment pour une chimie qui veut copier la chimie du vivant, qui veut être durable. Alors maintenant, dans la nature, quelques exemples rapides. Mes collègues de L'Oréal savent bien que j'aime beaucoup les tomates. Et donc, dans la chimie des tomates, vous voyez notamment que la chimie est essentielle. Par exemple, la couleur. Une tomate qui n'est pas mûre et verte, c'est la chlorophylle. Elle est rouge, c'est le lycopène. Donc, on a vraiment toujours des structures chimiques qui sont associées aux propriétés, également le goût avec le géranial. Et le deuxième exemple que je voulais donner, c'est l'exemple de la fraise. Et vous voyez tous les composants de la fraise ici. Et ce qui est intéressant, donc vous voyez les composants avec des molécules parfaitement chimiques à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer cette liste avec la liste d'ingrédients, par exemple, dans des formules cosmétiques. On voit que vous trouvez l'eau, on voit que vous trouvez les aminoacides, on voit que vous trouvez des acides gras, des sucres, des conservateurs. Ici, c'est l'acide malique, l'acide formique, des colorants. Avec des E, quelque chose, ce sont des colorants de molécules naturelles. Donc on a quelque chose pratiquement de plus complexe par rapport à ce qu'on fait en cosmétique, pour prouver qu'en cosmétique, en fait, on copie quelque part les compositions qu'il peut y avoir de certains fruits. Donc là, j'ai pris la fraise, mais j'aurais pu prendre la cerise, j'aurais pu prendre autre chose. Et là, vous voyez, par exemple, au niveau du chocolat, au niveau du café, eh bien, en fait, ce sont que des composés chimiques. Alors, la vanilline, on connaît au niveau naturel, mais par exemple, le méthylbutanal, la pyrazine, ça sonne, je dirais, chimie. En fait, c'est du vivant.
Le vivant sait faire ça très bien et le chimiste ne fait quelque part que copier. Dans les arômes de café, là, il y a eu la torréfaction, bien sûr, mais vous avez plus d'1 millier de molécules, dont pratiquement 100 qui sont en quantité, assez importante, avec des molécules d'ailleurs comme l'acétaldéhyde, comme le méthanthiol, qu'on n'utilise pas en cosmétique pour des raisons de toxicité. Donc vous voyez ici que la nature également fait des produits toxiques et que quelque part, les compositions sont également très très compliquées. Un dernier exemple au niveau toujours de la tomate, mais au niveau d'un composant essentiel qui est l'éthylène, qu'on pense être un produit très pétrochimique. En fait, non, c'est une molécule que sait bien faire le vivant depuis très très longtemps, qui est une hormone pour la maturation des fruits et des légumes, pour l'ouverture des fleurs. Et plus récemment, comme l'a décrit notamment Peter Wolben dans ses bouquins sur les arbres, l'éthylène est un gaz de communication pour les arbres, donc essentiel pour la communication des arbres. Et vous voyez qu'il se passe des réactions vraiment très complexes, un cycle ici, avec des molécules très tendues, des molécules très, très réactives, comme l'aminocyclopropane carboxylate, qui va donner accès à l'éthylène. Vous voyez cette complexité qu'il y a dans le vivant. Alors maintenant, comment la chimie durable, comment la chimie verte s'inspire ce vivant, faire une chimie justement éco-respectueuse pour l'environnement? Eh bien, en fait, déjà, la majorité des cibles, les grandes cibles, s'inspirent de la nature, donc avec le biomimétisme, avec la bio-inspiration. Donc déjà en tant que cible, et là je vais donner des exemples rapidement, hein, le téléphone qui copie l'oreille interne, le velcro donc, qui va copier le fruit de la bardane qui accroche la fourrure des animaux pour pouvoir disséminer ses graines. On a copié tout ça. Hein. Au niveau tout ce qui est le lotus avec sa feuille qui va permettre de ne pas retenir l'eau et de faire des surfaces parfaitement déperlantes. L'araignée et la toile d'araignée qui va permettre d'améliorer considérablement la résistance et la flexibilité du Kevlar. Donc tout ça est essentiel. Et enfin, quelque chose que tout le monde connaît, le bec du martin-pêcheur, qui est inspiré, enfin le bec du martin-pêcheur qui inspire le Shinkansen. Donc les cibles de la nature sont essentielles pour concevoir des nouvelles molécules innovantes. À L'Oréal, au niveau de 2 molécules sur le marché, je vais citer 2 exemples. Un exemple sur les céramides à gauche, notamment le céramide 2 que j'ai entouré en vert. En fait, c'est des familles de lipides que vous trouvez sur la peau, qui sont les familles essentielles que tout le monde a, qui permettent de protéger la peau et de faire une barrière de perméabilité à l'eau. Et donc L'Oréal a voulu travailler sur ce sujet il y a maintenant pratiquement 30 ans pour reproduire ces molécules, connaître un petit peu ce qu'elles pouvaient faire au niveau de la peau. On a confirmé l'intérêt pour la peau. Mais surtout, on a confirmé également un intérêt pour le cheveu, puisque ces molécules qui ont 2 chaînes permettent de s'associer et de bien gainer le cheveu pour le réparer. Donc on a énormément de produits de protection du cheveu à base de céramide. Et c'est la première fois qu'une société mettait un céramide sur le marché, cosmétique et hors cosmétique. Deuxième exemple sur les carboglycosides que vous voyez à droite, c'est un exemple également inspiré de la nature avec le lien entre les protéines et les polysaccharides de la peau qui sont essentiels à essayer de copier pour aller vers un stimulateur de la biosynthèse de glycosylaminoglycane, qui est le proxylane. Et cette copie, cette bio-inspiration a permis de sortir cette nouvelle molécule anti-âge il y a maintenant un peu plus de 10 ans, basée sur une éco-conception avec un sourcing végétal et une chimie verte éco-respectueuse. Donc voilà 2 cibles de produits. Alors maintenant, quelle approche pour le chimiste qui veut faire des molécules éco-respectueuses, des procédés éco-respectueuses? Mais en fait, au départ, c'est d'avoir une approche basée sur l'éco-conception, qui est une démarche préventive et innovante, qui permet de réduire les impacts négatifs du produit, tout en conservant ses qualités d'usage. Donc, c'est une approche qui prend en compte tous les impacts environnementaux dans la conception et le développement du produit, de la source de la matière première à la fin de vie. Et ça, c'est essentiel de prendre du temps à faire cette éco-conception pour pas après avoir à réparer les impacts sur l'environnement. Donc ça, c'est vraiment la source essentielle pour la chimie durable et
la chimie verte que je présente aussi, qui est ici, qui est vraiment le cadre de la chimie durable avec les 12 principes que je ne vais pas développer, qui ont été proposés en 1998 par Paul Anastase et John Warner. Et donc ces principes vont permettre de donner un cadre pour ensuite concevoir de nouvelles molécules avec les cibles dont on a parlé par exemple tout à l'heure, avec 3 piliers. Le sourcing végétal avec le caractère renouvelable des carbones, le procédé éco-respectueux et absolument avec un impact environnemental favorable, notamment une biodégradation. Ce qu'il est important sur lequel il faut insister, c'est les 3 piliers. Ces 3 piliers sont fondamentaux, mais également indissociables. Par exemple, on va utiliser comme molécule, on va essayer de valoriser la biomasse non utilisée, la cellulose, l'hémicellulose. En cosmétique, on a déjà différentes molécules qui sont sur le marché et qui sont fournies notamment par différentes sociétés, notamment par Solvay. Des coproduits non valorisés, par exemple ceux issus du bois, les microalgues, vont être très utiles. Et ne pas oublier les gaz issus de biodégradation, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et tout ça en accord naturellement avec les principes de chimie verte. Donc ça, c'est les matériaux de départ. Le catalyseur, en fait, on va copier également la nature, on va copier le vivant. On peut utiliser directement les enzymes, ou on peut utiliser les sacs à enzymes, par exemple les micro-organismes, où là, on va utiliser leurs enzymes en développant la fermentation. Ce sont les biotechnologies. Ou encore, on va copier, on va faire de la chimie pour copier en fait l'activité catalytique. Donc le but est de diminuer l'énergie d'activation et notamment de faire des réactions à des températures basses, avec des conditions basses, si possible dans des conditions les plus douces possibles, donc, et si possible dans l'eau ou sans solvant. L'essentiel également à respecter, c'est que cette chimie et la chimie verte soient circulaires. Donc on doit récupérer les matériaux, ça doit se biodégrader ou on les recycle, etc. Donc cette circularité est essentielle. Et je cite juste rapidement une publication dans Nature Chemistry de l'année dernière où il y a également 12 principes qui sont pris pour prendre en compte cette circularité avec les 9 premiers principes qui sont naturellement tout à fait en phase avec les principes de chimie verte, les 3 derniers étant liés plutôt à l'économie et au réglementaire. Alors 2 exemples de ce côté circularité. Un exemple dans un domaine qui est jugé très polluant, le domaine des aciéries. Vous voyez à gauche donc le système circulaire et notamment le réacteur dans l'aciérie. En fait, la pollution vient du dégagement de monoxyde de carbone, transformé également en dioxyde de carbone. En fait, l'idée ici a été de s'associer pour les aciéristes et notamment ArcelorMittal avec une start-up biotechnologique qui s'appelle Lanzatech, qui est néo-zélandaise mais qui est maintenant aux États-Unis et qui va utiliser le CO2 dans une fermentation avec des archébactéries, donc des bactéries très anciennes qui ne connaissaient que l'atmosphère CO2, qui va donc utiliser le CO pour le transformer en bioéthanol, ce bioéthanol servant ensuite comme biocarburant. Donc on a l'exemple d'ArcelorMittal à Gand avec un démonstrateur industriel et le but étant d'aller jusqu'à un outil de 80 000 tonnes de production de bioéthanol avec des usines qui pourraient se développer par la suite dans d'autres pays. Et le deuxième exemple que je voulais donner, il est récent, il y a L'Oréal dedans également avec Carbios qui ont créé un consortium sur le biorecyclage en 2017. Là, on est plutôt au niveau des contenants, des polymères, de packaging, où là, ce qui a été mis en place, c'est une dépolymérisation par un procédé utilisant notamment les enzymes, qui permet de retrouver les monomères de départ et de les réutiliser pour faire le même type de polymère. Donc, vous voyez, tous ces domaines qui se développent pour recycler tous les produits qui ne sont pas biodégradables. Et pour terminer, je citerai juste que L'Oréal a été précurseur dans les principes de chimie verte puisqu'on les a implémentés en 2005, donc il y a plus de 15 ans maintenant, et qu'on a fait partie des 3 premières sociétés à le faire. Avec, en pharmacie, il y avait Pfizer et GSK, et donc en cosmétique, L'Oréal, et après beaucoup de groupes s'y sont mis, dont les groupes cosmétiques.
Naturellement, il est important de beaucoup échanger avec les fondateurs et les labos d'expérience dans ce domaine, ce qu'on a fait, et on a publié à L'Oréal notre implémentation de ces principes, notamment en 2012 dans le journal de référence qui s'appelle Green Chemistry. Et je terminerai en disant que tout ça, naturellement, procède de tout, un engagement au niveau du développement durable du groupe L'Oréal, qui a été récompensé pendant 4 ans de suite, donc qui est une première, par le CDP, qui est une organisation qui évalue tout ce qui est impact environnemental. Et là, on a eu une récompense, L'Oréal a une récompense sur les 3 domaines évalués, c'est-à-dire la protection climatique, la protection des forêts et la gestion durable de l'eau. Donc, cette chimie durable qui est inspirée du vivant, naturellement, contribue à 100% pour un développement durable. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais tout de suite, sans perdre de temps, passer la main à Patrick. À toi, Patrick.